à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro au sud. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Gers, en terre gasconne. Et vous verrez que ce département n'est pas seulement la patrie de D'Artagnan et de l'Armagnac. Derrière ces vignes et ces châteaux se cachent des trésors extraordinaires. Après 2 ans de travaux, la villa gallo-romaine de Sévillac nous ouvre ses portes en exclusivité. Je ne pouvais pas venir dans le Gers sans goûter au canard. Christine a remporté une médaille d'or pour sa galantine. Et rien que pour nous, elle accepte de nous livrer ses secrets de recettes. On ne pouvait pas faire un repas de fête s'il n'y avait pas la galantine. Vous verrez également que Auch est le berceau du cirque occitan. Coup de projecteur sur Pop Circus, l'une des toutes premières écoles françaises de cirque. Et à quelques pas, la compagnie Aïtal a posé ses valises pour préparer son tout nouveau spectacle. La première étape de mon voyage commence à Auch, justement, à la cathédrale Sainte-Marie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 20 ans. Allons la découvrir. Voilà, on arrive à Auch. Je vais retrouver Aymeric Guillot. C'est lui qui sera mon guide dans la cathédrale. Cette cathédrale, elle a des dimensions démesurées. 100 mètres de long, 40 mètres de large. Et à l'époque, c'était énorme parce que autour, il n'y avait que 3000 habitants. C'est une immense cathédrale parce que Auch est, depuis 1000 ans et encore aujourd'hui, une cathédrale d'archevêché. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'était le 4e archevêché le plus puissant de France et on contrôlait un territoire immense qui était la Gascogne actuelle. Donc énormément d'habitants qui composaient ce territoire. Du coup, beaucoup d'argent qui rentrait grâce à la dîme, les impôts. Et on pouvait construire des bâtiments qui sont aussi grands et majestueux que celui-ci, parce que c'est vrai qu'on a une des cathédrales les plus grandes de France dans une des plus petites préfectures de France aujourd'hui. Alors cette année, la cathédrale fête un anniversaire. Elle fête ses 20 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'humanité, c'est vrai, au titre du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire qu'on a un vitrail qui représente Saint-Jacques, par exemple. C'est le seul saint représenté avec des chaussures dans la cathédrale. Il est toujours représenté en pèlerin, Saint-Jacques. Sur son chapeau, il a la coquille Saint-Jacques, d'ailleurs, on peut voir. Il a sa besace, il a sa pèlerine, qui est la grande cape pour pouvoir dormir les soirs dans la nuit à la belle étoile. Alors les vitraux qu'on voit ici ont été faits par Arnaud de Mol. Mais pourtant, c'est un artiste qui n'est pas très connu. Non, pas très connu au niveau national, c'est vrai. Arnaud de Mol, c'est un Gascon, né à Saint-Sevé, dans les Landes, et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. La plus grande série de vitraux, c'est les 18 vitraux qu'on a de lui à Auch, bien entendu. On a 3 vitraux dans l'église de Fleurance et 3 autres dans la cathédrale de Lombès, mais grand artiste de la Renaissance française. Et donc voilà le vitrail de la Résurrection, le dernier de la série d'Arnaud de Mol. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 petites têtes, selon certains historiens, représenteraient un visage, le visage d'Arnaud de Mol. En fait, le selfie ne vient pas du tout de notre siècle, il vient du XVIe siècle. Mais voilà, mais c'était plus compliqué à faire au XVIe siècle, tout de même. Oui. Voilà, sur verre, c'est pas la même histoire. On considère ici qu'il y a 3 trésors. L'orgue, les vitraux et les 113 stalles. Et c'était beaucoup pour l'époque d'en avoir 113. Alors 113 stalles, c'est pas mal pour l'époque, puisqu'on sait que dans une cathédrale telle que celle-ci, il y avait environ entre 30 et 35 chanoines. Et lorsqu'on est dans un archevêché, on invite quelquefois les chanoines des évêchés qui sont sous notre contrôle à venir également. Alors c'est ici par exemple qu'on peut commencer la visite sensorielle. Alors ici, on fait visiter cet endroit grâce aux 5 sens. Et on a l'habitude ici de bander les yeux des gens pour les faire voir avec leurs mains. Ça fait bizarre de perdre ses repères parce que finalement ça fait quand même quelques minutes qu'on se balade dans cette cathédrale. Mais là on l'appréhende d'une manière complètement différente. Alors c'est vrai que sans la vue ça change tout. C'est un petit peu le but de cette visite aussi, c'est de comprendre ce qui se passe en étant privé de sens, qu'on utilise beaucoup, la vue. L'ouïe est importante dans une cathédrale vu que ça résonne. Et là on va plutôt expérimenter le toucher. N'aie pas peur, ça ne mord pas, il n'y a rien de... Voilà.
Et bien voilà, dis-moi ce que tu ressens, essaye de comprendre ce que tu es en train de toucher. Est-ce que tu peux... Ah là, tu es plutôt en bas du personnage, reste sur celui-ci. Ah, voilà. ah oui, là je touche un pied. Là, c'est un pied, voilà. Alors là, il y a un pied. Touches un petit... Il y a un bon petit mollet. Là, ouais, hein. un beau mollet dodu. Ouais, ok, donc ça doit être un enfant. C'est un chérubin. C'est intéressant de découvrir au toucher. C'est très compliqué, moi, je trouve, au toucher. On n'a vraiment pas l'habitude. Je pourrais passer des heures comme ça et essayer de deviner les choses. Il y a 1500 sculptures, donc oui, il faut prévoir des heures, de toute façon, ici, pas le choix. Il y a de quoi faire ici, ouais. C'est vraiment un très très bel ensemble. On va maintenant passer du Moyen-Âge à l'Antiquité, avec le foie gras. Ici, c'est une institution, et ce qu'il faut savoir, c'est que les Égyptiens en produisaient déjà il y a 6000 ans. On va tenter d'en savoir plus avec Christine Labattu dans sa ferme Terre Blanche. Ici, elle est connue pour ses recettes délicieuses autour du canard. Elle est juste là-bas. Alors dis-moi, le canard du Gers, celui qu'on mange, c'est lequel? C'est celui-là. C'est celui-là. Il est croisé ou pas? Il est croisé avec son papa, c'est celui qui a la tête toute rouge là. D'accord. Et on l'appelle le Barbarie. Et sa maman, elle est un tout petit peu plus loin là-bas, elle est toute marron. C'est la petite canne commune qu'on trouvait autrefois dans toutes les fermes et qui, voilà, qu'on pouvait gaver d'ailleurs. Hein. Il y a les oies qui font beaucoup de bruit. Ouais. En principe, alors, moi j'ai juste un peu peur des oies qu'elles nous attaquent. alors, si je suis là, elles t'attaqueront pas, c'est promis. Est-ce que vous avez remarqué quand même mon courage de mettre Christine devant moi? Alors toi tu maîtrises beaucoup de recettes autour du canard. Oui. Tu m'as promis d'aller m'apprendre l'une de tes recettes phares. Ouais. J'ai beaucoup de recettes parce que je fais partie d'une génération où on cuisinait beaucoup dans les campagnes. D'ailleurs, le foie gras et le confit faisaient partie un peu des produits de subsistance pour l'hiver. C'était pas un luxe que d'avoir du confit, du foie gras, mais enfin, c'était quand même pas mauvais, donc tout va bien. Tu m'apprends? Allez, d'accord, on y va. La galantine, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une sorte de pâté? Oui, c'est un pâté très fin. Et c'est quelque chose que l'on faisait autrefois dans les campagnes pour les grandes occasions. S'il n'y a pas la galantine, le repas il était raté. Bon, donc, alors c'est important de savoir en faire une. Voilà. Donc pour 1 kg de galantine, il faut à peu près 300 g de magret. Donc on en est là. 300 g de porc. Voilà, bon, moi j'ai l'habitude, hein. Donc à quelques grammes près, là, et il faut à peu près 300 g de foie. Et là, ce foie gras, je vais le couper en petits morceaux, couper des petits cubes. Voilà. Ok. On va mettre ça là. On prend. Voilà. Et là, on va rajouter un petit peu d'oignon, un œuf. Voilà. Maintenant, faut touiller. Et faut touiller. Je trouve ça agréable de travailler les produits avec les mains. Pour 1 kg, moi je mets à peu près 20 g de sel et de poivre. Je peux bien. Ouais, très bien, parfait. Et par contre, il faut rajouter un petit peu de fleur de Gascogne aussi. Évidemment, je me doutais bien qu'il manquait un ingrédient. Voilà. On ne met pas beaucoup, mais il faut en mettre un petit peu. Moi, je pense que c'est parfait. Ça peut pas être mieux. Donc, alors là, c'est prêt, hein. Il n'y a plus qu'à le cuire. Hein. Maintenant, l'idée, c'est d'attraper le plat avec les coudes pour l'amener jusqu'au four. Et on va l'amener, je vais l'amener jusqu'au four. Voilà. Après 1 heure au four à 180 degrés, c'est l'heure de la dégustation. Après l'effort, Le réconfort. on l'aura bien mérité. Voilà. Donc voilà notre galantine. Donc on peut la couper. On ça. après. Voilà, il faut la mettre sur le pain. Est-ce que je peux avoir le couteau? Merci. Voilà. Bon alors, et toi tu t'en es pas lassée j'imagine, Non. t'aimes toujours ça Alors, autant qu'avant. Comme ça. Comme ça. Elle est très bonne, elle a quand même reçu la médaille d'or.
Oui, en janvier. Quelle année? En janvier, En 2018. janvier, oui, en janvier 2018. Voilà, c'est une très très vieille recette que m'a transmise ma grand-mère, ma mère, ma grand-tante. C'est quelque chose qu'on fait chez nous depuis certainement plusieurs générations. Bah, merci Voilà. beaucoup, Christine. Je pense que je vais Mais- reprendre encore quelques tranches. Il n'y a pas de Et puis je problème. reprendrai la route après. Oui, ben, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. On prend maintenant la direction de Montréal du Gers pour aller visiter la Villa Sévillac. Je m'apprête à retrouver Patrice Launay et en fait c'est lui qui a contribué avec sa mère il y a presque 60 ans à révéler ce palais oublié dans les entrailles du Gers. Bonjour Patrice. Émilie, bienvenue à Sévillac. Merci. Ça doit te rappeler des souvenirs d'être ici? Ah oui, c'est exactement par ici, sur ce chemin, que nous sommes arrivés en 1959 avec ma mère, mon frère et ma sœur. Donc pour c'était il y a décou- quasiment 60 ans. Quasiment 60 ans, voilà. Ça te donne une idée de mon âge. Oh, tu es encore très jeune. Merci. Et donc raconte-moi un petit peu cette histoire. C'est finalement ta maman qui avait entendu parler d'un palais enfoui Alors, par son père, ton Exact- grand-père. Exactement. En réalité, Sévillac, c'est le rêve d'une petite fille qui avait écouté de la part de son père, quand elle avait 6 ans, l'histoire histoires. d'un palais enfoui qui était couvert de fleurs multicolores, de marbre. Et c'était resté dans sa mémoire. Et elle nous amenait tous les dimanches visiter des chapelles, des châteaux. Et un beau jour, elle nous dit, mais il faudrait quand même qu'on aille voir à Sévillac, à la recherche de ce palais dont m'avait parlé mon père. Et elle va voir le propriétaire de l'époque qui s'appelait M. Gudol. Et la chance de Sévillac, c'est que d'ailleurs le progrès ne soit pas arrivé chez lui et qu'il travaillait à l'époque avec des bœufs. Et c'est grâce à ça que Sévillac a été préservé. Et vous avez fini par trouver Et on a finalement fini ce palais. par trouver tous et elle a ensemble. pu réaliser son rêve. Voilà, le rêve d'une petite fille. Tu vois, Émilie, ce champ ressemble étrangement à celui que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés la première fois. Quand vous avez découvert la Villa Ce Sévillac. champ, ici. Et que l'on découvre justement là. Au IVe siècle, la villa de Sévillac était une luxueuse résidence gallo-romaine qui s'étendait sur près de 6500 mètres carrés. Au vu de son emplacement et de sa superficie, elle semble avoir appartenu à un personnage imminent de la société. Pour donner un visage plus contemporain à ce patrimoine antique, on a fait appel à l'architecte portugais João Luís Carrillo da Graça. Le toit qu'il a conçu semble poser comme un nuage au-dessus des vestiges de l'ancienne villa. Bon, je crois que je suis entre de bonnes mains parce que c'est toi qui as découvert la villa, mais c'est David qui s'occupe du site aujourd'hui. Voilà, je te confie David et je te confie Émilie. Merci Patrice. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. On a ici une des galeries du péristyle, donc comme on peut le voir, entièrement couvert de mosaïques à l'origine. C'est ça qui est assez unique parce qu'ici, Oui, tout il y à a fait. 625 mètres carrés C'est de énorme. mosaïques. Oui, c'est la villa en France où il y a le plus de mosaïques visibles. Et en plus, on a beaucoup de chance puisque ce sont des mosaïques qui sont avec des motifs très variés. Depuis le début des fouilles, 3,5 millions de carreaux ont été auscultés et restaurés. Un travail colossal pour les mosaïstes, car il s'agit de recréer entièrement les décors et donner une nouvelle vie à l'ancien. Toi, Clio, tu es restauratrice depuis le début des travaux ici. Oui, depuis 2 ans environ. tout à fait, oui. Et Oui, tu t'occupes depuis septembre. de restaurer les mosaïques. Ce genre Donc de... ça, ce sont les tesselles Ça, ce sont les qui tesselles. forment les mosaïques. Voilà, des tesselles d'origine. Donc il y a du calcaire blanc, du marbre noir. Voilà. Tu me montres comment tu fais? Bien sûr. Donc on applique le mortier pour que les tesselles ils puissent être collées. Il On faut va dire. beaucoup de patience. Oui, 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 oui. Et donc chaque tesselle a des faces coupées, lisses, moins lisses, et une forme.
Donc en fait, on regarde chaque tesselle avant de la positionner et on va choisir la bonne face. C'est une sorte de Tetris. Voilà. Autre signe de richesse des propriétaires de la villa de Sévillac, la taille de ses thermes. Un endroit qui avait son importance à l'époque gallo-romaine. Ah, on arrive à la salle de bain des propriétaires. Voilà, les thermes de la villa. Ils font 500 mètres carrés quand même. C'est ça, 500 mètres carrés. C'est assez sympathique comme salle de bain, c'est juste ce qu'il fallait à l'époque. Alors si c'est aussi grand, c'est parce qu'à l'époque on recevait dans les thermes. Oui, tout à fait. Les thermes sont des lieux de réception, des lieux conviviaux où on y vient avec ses amis, et pas seulement. On peut aussi y mener des affaires, on peut faire de la politique dans les thermes. D'où les espaces très importants qu'on peut avoir ici sous les yeux, avec le système de chauffage par le sol qui subsiste. Le sol originel a disparu. Et il faut imaginer les salles tièdes, des salles chaudes un peu plus loin. Alors qu'ici, nous sommes dans le frigidarium, qui est la salle froide, non chauffée. Et au bout du frigidarium, dans l'axe, on va avoir ici une natation, c'est-à-dire une piscine en quelque sorte. Et on a la banquette qui faisait tout le tour où on pouvait s'installer. Et on discutait, on échangeait avec ses amis, encore une fois. C'était quelque chose de très, très convivial. Je suis de retour à Auch pour la dernière étape de mon voyage. L'escalier monumental relie la ville historique à la ville nouvelle, avec 374 marches. Et surtout, il offre une vue imprenable sur le fleuve Gers qui traverse toute la ville. Depuis quelques années, Auch est devenue la capitale du cirque occitan. D'ailleurs, l'année dernière s'est tenu ici le festival du cirque actuel et il a fêté ses 30 ans. Pour l'occasion, des troupes du monde entier sont venues jusqu'ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rendre une petite visite à Pop Circus, l'une des toutes premières écoles françaises de cirque. Pop Circus a été fondé en 1975 par l'abbé de Lavenaire. Au départ, il animait des ateliers de cirque pendant la pause déjeuner des élèves. Depuis, plus de 1000 acrobates ont foulé les pistes du Pop Circus. Je vais y retrouver Damien, le directeur de l'école. Donc ici, les élèves sont plutôt autonomes en fait. Ils sont autonomes, avec l'état d'esprit de la structure qui est que celui qui sait faire peut transmettre et que celui qui sait moins. Où il y a l'histoire d'entraide aussi. Oui, parce que là, je vois qu'ils se donnent des conseils entre eux aussi. Tout à fait, carrément. C'est tout à fait ça l'esprit du pop en tout cas. C'est on essaye ensemble à trouver des choses. Et c'est par leur corps qu'ils arrivent à progresser. Et nous, on dit à des fois, allez, pense à ça, et c'est tout. Alors, si je comprends bien, ici, on peut venir pour pratiquer une activité extrascolaire, mais on peut aussi venir pour suivre des études. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'option cirque au bac L. C'est ça. Au lycée Au lycée Le Garros, voilà, et ça rentre dans le cursus scolaire avec un bac L, voilà. Et dans le bac L de cette option-là, ils ont de la pratique, ils ont de l'approche culturelle, ils vont voir du spectacle, ils ont de l'histoire du cirque. Et ils ont 8 heures en première et en terminale sur les arts du cirque. Là, tu es descendu trop bas. Faut que tu gardes la barre en haut. Ouais. Voilà, et dès que tu bascules, t'écartes. Écarte tes jambes avec tes pointes. Là, voilà. Voilà. Après, pour la remontée, tu pourras aussi traîner le buste plutôt que de vouloir remonter un peu en muscu. Là. Et l'école a quand même plus de 40 ans d'expérience et vous avez déjà formé 30 professionnels. C'est-à-dire qu'il y a 30 anciens élèves qui sont aujourd'hui artistes. Voilà. Après, nous, on les a formés en secteur amateur et après, ils ont fait des centres de formation professionnelle. Voilà, nous on est là pour les initier à l'activité art du cirque. Et à la sortie du Pop Circus, ils ne sont pas artistes professionnels. Après, ils rentrent dans des centres de formation soit préparatoires, soit professionnels, soit supérieurs. Voilà. Et qui finissent leur cursus de formation là-bas. Il y a des jeunes qui, au mois de décembre, ils présentent un numéro en acrobatie et au mois de juin, ils peuvent faire du trapèze. Donc voilà, nous, on ne s'arrête pas. C'est ça que tu as choisi, tu vas jusqu'à la fin de l'année comme ça. Ça peut évoluer. Puis après, il y en a qui font des solos en début d'année, puis ils font des trios ou des quatuors à la fin. Voilà, ça diffère, quoi. On essaye là aussi de les suivre plutôt que de leur dire c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Voilà, on essaye de conseiller des choses. C'est une manière pour eux de s'amuser, de s'ouvrir à plein de choses.
Oui, à s'ouvrir à plein de choses et surtout à plein de gens. Et c'est ça aussi qui nous permet de se dire qu'on accepte la différence, on accepte la rencontre de l'autre et c'est ça qui est bien dans un monde où il faut être ouvert, quoi. Et le cirque permet ça, l'ouverture. Maintenant, direction Circa, un pôle national cirque qui accueille chaque année des troupes et des artistes en résidence ou en spectacle. Et en ce moment, c'est la compagnie Aïtal qui y est pour préparer ses prochaines représentations. Ah voilà. En fait, ces deux-là se connaissent depuis 15 ans. Cathy, elle est originaire d'Helsinki, de Finlande. Et Victor, il vient de plus près de Toulouse. Ils se sont connus au Conservatoire des Arts du Cirque. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. De là est né un duo et une histoire d'amour. Bonjour Victor. Salut. Bonjour Cathy. Salut. Merci de m'accueillir. Quand je vous vois, j'ai quand même une question. Est-ce que votre duo était une évidence dès le début? Ouais, non, on va dire non. Hein. Non, Cathy, elle voulait pas. Enfin, je vais parler pour Cathy. Cathy, tu parles pour moi. Cathy, elle voulait pas faire du main à main déjà, parce qu'elle en avait déjà fait en Finlande. Et du coup, elle s'est dit, elle est rentrée à l'école, elle a dit surtout pas de main à main, surtout pas de duo. Voilà. Et voilà. Et pourquoi? Parce que c'est compliqué un duo dans la relation, dans tout ça, tout ça. Et ça l'a fait, quoi. Voilà. On a commencé il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi la version de Cathy? Et du coup, c'est quoi la version de Victor? La version de Victor, c'est qu'il est rentré à l'école de cirque en n'ayant eu aucune expérience, venant plutôt de la ferme. Les enseignants pensaient qu'il aura de bonnes capacités de porteur. Du coup, il fallait un voltigeur ou voltigeuse et ça a un peu poussé pour cette rencontre. C'est bien, je pense que c'est bien que tu viennes là, que je te porte pour savoir de quoi on parle. Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est à toi de décider. Je vais enlever mes chaussures alors. Moi, je sais pas. Je t'avoue que j'ai une petite appréhension. Est-ce que moi j'ai confiance en toi? C'est ça aussi la question. Ah bah tu vois que c'est important aussi que oui. toi t'aies confiance. Exactement. À ta place, moi j'aurais pas trop confiance. Alors viens derrière. Tu me mets un pied sur la main, je te donne mon pied. Tu m'attrapes le pied. Attrape-moi là. Ouais. Donne-moi l'autre. Voilà. Ok. Et là, tu t'essaies de te mettre debout. Mets tes mains sur Essaye debout. Non, lâche le pied. Lâche le pied. Non, je veux pas te lâcher le pied. Non, tu vas voir. Je sens que j'ai pas l'équilibre. Voilà, c'est là où la confiance, elle opère. Voilà. Non, ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est impossible en fait. Ok, je fixe un point. J'arrive pas à croire que t'as les bras tendus. J'ose même pas regarder en fait. Tu veux que je me mette debout? Non, ça va. On a l'émotion là. C'est vrai que c'est au moment où tu m'as dit « aie confiance » que je me suis arrêtée et que je me suis dit « c'est bon, en fait, je tiens ». Enfin, je pense que je tenais de manière un peu moins gracieuse que toi. Ça va. Non, c'est impeccable. Ah, c'est dingue les sensations que ça procure, je pensais pas. Ouais. On n'imagine pas en fait. Cathy et Victor ont désormais installé leur chapiteau au Pôle National Cirque d'Île-de-France jusqu'au début du mois de juin. Ils continuent la préparation de leur nouveau spectacle Saison de cirque, accompagné de 11 artistes et de 5 chevaux. Une nouvelle aventure et un nouveau défi.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'univers du cirque et le Gers. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud. Regardez, je m'entraîne pour mon prochain spectacle. Tadam!